Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actualité, on rouvrira 3 dossiers Nyxoah, IBA et Carmat avec Laura Roba, analyste MedTech chez Degroof Petercam. L'entretien est lui consacré à Karine Lignel, directrice générale déléguée donc au Design Precision Medicine. Le journal des biotech, c'est parti. Et je retrouve pour notre point d'actualité Laura Roba, analyste MedTech chez Degroof Petercam. Bonjour Laura. Bonjour Laurent. Alors, on va suivre avec vous 2 dossiers notamment qu'on avait déjà évoqués, Nyxoah et IBA. On va commencer par Nyxoah. On rappelle, c'est une medtech qui est spécialisée notamment dans un dispositif permettant de lutter contre l'apnée du sommeil. Il s'appelle Genio. Et puis, on s'était dit à l'époque, Laura, que ce dispositif, il avait potentiellement un grand avenir aux États-Unis. C'était un marché super important pour Nyxoah. Et puis là, patatras, il va falloir que vous nous expliquiez, la FDA a envoyé ce qu'on appelle une Complete Response Letter à Nyxoah. En gros, elle lui demande, avant d'autoriser ce dispositif, je vais le lire, elle approuvera la demande sous réserve de l'achèvement satisfaisant d'un examen des installations de fabrication, des méthodes et des contrôles de ce dispositif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Laura ? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, on n'a aucune info actuellement sur les demandes exactes de la FDA. Le feedback qu'on a reçu de la société, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec les remarques de la FDA, qu'ils vont avoir un meeting avec celle-ci pour en discuter et qu'ils tiendront le marché informé une fois qu'ils auront plus d'informations et plus de visibilité sur le temps que ça va prendre et le temps qu'il va leur falloir pour répondre aux demandes de la FDA. Bon, donc pas beaucoup d'informations à ce stade. C'est pas la première société à recevoir ce qu'on appelle une CRL. C'était arrivé notamment à Medincell. En revanche, ce qu'on sait quand même, c'est que quand la FDA vous demande quelque chose, vous avez en général plutôt intérêt à écouter ce qu'elle vous dit et à vous mettre en conformité pour simplifier la procédure. Tout à fait. Après, ce qui est encourageant, c'est que la FDA n'avait pas de remarques sur la data clinique et sur la data de biocompatibilité. Donc, c'est déjà un bon élément. Bon, qu'est-ce que ça peut nous dire ça, si tout se passe bien, quel délai supplémentaire ça pourrait introduire dans l'approbation éventuelle de ce dispositif, Laura ? C'est difficile à dire pour le moment parce qu'on n'a pas d'informations sur l'étendue des demandes de la FDA. Et donc, même la société n'a pas de vue sur le temps que ça va prendre pour le moment. Donc, on espère qu'ils vont revenir vers le marché le plus vite possible. Le plus vite possible, en tout cas, le marché, lui, il a déjà un petit peu tranché, si je puis dire, puisque le titre, alors on enregistre mardi matin, là, et ça rebondit un tout petit peu, mais il perd quand même plus de 35% sur les 5 dernières séances. Ça vous semble un peu sévère ou légitime compte tenu de l'incertitude de cette sanction boursière ? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le marché américain, c'est le marché clé pour Nyxoah. Si on regarde son compétiteur principal aux États-Unis, qui est Inspire Medical, ils ont réalisé 800 millions de chiffre d'affaires en 2024. Et sur ces 800 millions, 770 millions ont été réalisés aux États-Unis. Le reste en Europe et hors Europe. Et donc, ça montre vraiment que le marché américain, c'est le marché qui est crucial. Et donc, il faut que Nyxoah ait accès à ce marché. Après, dans le press release, le management se montre aussi rassurant. Il dit qu'ils ont toujours l'intention de commercialiser leur device aux États-Unis, etc. Mais c'est sûr que ça ne rassure absolument pas le marché. Bon, l'importance du marché américain et puis cette communication qu'on espère dans des brefs délais, on y reviendra avec vous, je pense, lors d'un prochain point d'actualité. Voilà pour Nyxoah. Autre société dont vous nous aviez parlé, IBA. IBA qui, là, nous dit quoi ? Elle nous dit qu'elle va un petit peu décaler ses objectifs, notamment de rentabilité. Elle visait 10% de marge opérationnelle pour simplifier d'ici 2026. Si je ne raconte pas de bêtises, ce sera maintenant 2028. Pourquoi ce décalage, Laura ? Est-ce qu'on s'y attendait ou est-ce que c'est plutôt une mauvaise surprise ? Alors, le management a mentionné des investissements R&D additionnels. Je pense que c'est plutôt une mauvaise surprise parce qu'effectivement, on ne s'attendait pas à ce qu'elle postpose cette guidance. D'ailleurs, le marché n'a pas extrêmement apprécié parce que c'est dommage parce que ces résultats 2024 étaient très bons, étaient au-dessus des attentes du marché. Et en fait, ils ont été complètement... éclipsés. Oui, ça a été complètement éclipsé effectivement par le postponement de cette guidance, ce qui est un peu dommage.
Un peu dommage. Et puis, bon, il faut le dire, il y a un petit historique de déception quand même hein, sur IBA, comme ça, de perspectives qui sont décalées. C'est pas la première fois, donc ça peut aussi expliquer cette réaction des investisseurs. Oui, et je pense que le marché était un peu dans on attend de voir, dans Oui, un mode wait and see, parce qu'effectivement, il y a eu le Covid, ensuite il y a eu des investissements qui ont été faits dans la croissance, et donc ici, on les attendait un peu au tournant, entre oui, guillemets, oui. et c'est à nouveau postposé. Donc je pense que c'est ça qui déçoit le marché. Après, ils conservent leur trajectoire. Le CEO a mentionné que sans ces investissements R&D, ils arriveraient à cette marge EBIT de 10% en 2026, comme il l'avait dit. Oui. Donc voilà, c'est juste que c'est un peu décevant. Ça prendra un petit peu plus de temps. Des investissements, bah oui, parce qu'on en a parlé d'IBA, on parlait notamment de cette joint venture avec Pantera dans l'actinium, dans la médecine nucléaire. Pour vous, il y a cette déception, mais il y a aussi quand même pas mal de choses intéressantes à regarder dans ce dossier. Hein. Oui, tout à fait, parce que IBA, elle est principalement connue pour ses activités de protonthérapie aujourd'hui. Elle a une autre division qui est la division autres accélérateurs, qui reprend des accélérateurs pour créer des isotopes, pour stériliser, par exemple, du matériel médical. Et cette division, elle est très prometteuse. Elle a une marge EBIT de 18%. Ah oui. Le management a dit que cette marge ils allaient tenir cette marge dans le temps. Donc, cette division, elle permet, dans un sens, de contrer la volatilité de la division protonthérapie. Et dans cette division, il y a également, comme vous l'avez dit, tout ce qui est New Venture, donc Pantera. Il travaille également sur le développement d'un nouveau cyclotron pour la production d'Astat 211, qui est aussi un autre radiotheranostique qui est utilisé dans la médecine nucléaire. Donc, il se positionne sur ce marché qui est extrêmement prometteur. Et donc, il ne faut pas perdre ça de vue également. Bon voilà, petite déception sur la trajectoire, mais toujours des choses intéressantes. Et puis on continue de suivre IBA et on voulait terminer par là aussi un client habituel, si j'ose dire, des points d'actualité, Carmat. Et il faut le dire, Laura, toujours un petit peu pour les mêmes raisons des opérations de financement. Il y en a une nouvelle qui a eu lieu là, ils ont levé à peu près 8 millions d'euros. C'est bien, mais c'est pas assez, puisqu'on sait que les besoins de financement, ils sont à peu près de 35 millions d'euros à court terme pour Carmat. Qu'est-ce que ça nous dit du dossier ? Ça dit quoi ? Il faut trouver quelqu'un, il faut trouver un partenaire là, capable de véritablement accompagner financièrement le ramp-up, si je puis dire, c'est-à-dire le développement des implantations cette année. C'est un petit peu ça la morale de l'histoire ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que le management indique. Ils sont en train de chercher d'autres sources de financement et potentiellement, effectivement, quelqu'un qui peut les accompagner sur le long terme, potentiellement jusqu'à leur point de rentabilité. Ils ont besoin d'environ encore 150 millions jusque-là. Et donc, ce serait effectivement le scénario idéal. Donc trouver à peu près quoi, 25-27 millions. Tout ça, ça va dépendre des implantations. Les implantations, on nous annonçait 55 implantations, je crois, en 2024. Finalement, il y en a eu 17, à quoi on pourrait s'attendre éventuellement cette année ? Alors, cette année, ils ont annoncé qu'ils s'attendaient à ce que leur vente double au minimum. D'accord. Donc, l'année dernière, effectivement, ils ont fait 17 implants commerciaux. Cette année, ils doivent encore faire 17 implants dans l'étude efficace. Donc, ça veut dire à peu près 2,5-3 millions. Oui. Donc, ça voudrait dire qu'ils devraient faire 55 implants commerciaux cette année pour arriver à leur guidance. Donc, effectivement, un beau ramp-up. Ça vous semble crédible, ces 55 implants, sachant qu'on était à 17 l'année dernière ? Ben, c'est possible. Ouais. Je veux dire, on voit une accélération. On voit qu'en 2023, les ventes, le nombre d'implants, il avait explosé par rapport à 2022, bon, qui était l'année où ils avaient commencé. En 2024, les implants, ils ont doublé par rapport à 2023. Donc, on est sur une belle trajectoire. Il faut aussi se rappeler que durant leur user meeting de novembre l'année dernière, si je ne me trompe pas, il y avait 41 hôpitaux présents qui ont tous indiqué qu'ils comptaient implanter un cœur Carmat en 2025. Donc, ça fait déjà 40 implants potentiels, plus les hôpitaux qui vont faire plusieurs implants. Donc, oui, c'est probable. C'est crédible. Et en même temps, quand on a préparé cet entretien antenne, vous me disiez, ça se passe plutôt, cette dynamique d'implantation, même si elle devrait ressortir là, ça se passe plutôt au second semestre, c'est ça, hein, c'est plutôt là où véritablement le moment est clé. Effectivement.
Oui, tout à fait. On voit qu'il y a une accélération vers la fin de l'année, surtout au Q4, en fait, avant les vacances de Noël. Il y a beaucoup d'implantations qui se font à ce moment-là, mais on a vu une très belle dynamique d'ailleurs fin de l'année dernière, et donc on espère que celle-ci va se poursuivre, mais on sait qu'effectivement, particulièrement le Q1 est toujours plus calme. Bon, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il y a un rendez-vous entre Carmat et ses investisseurs. Ce sera le 9 avril. On aura peut-être des indications un petit peu plus détaillées sur ce qui va se passer à court terme. En tout cas, je retiens avec vous le besoin de financement, de trouver un partenaire et puis surtout de ne pas décevoir sur les implantations, le nombre d'implantations en 2025. Merci Laura pour ce point d'actualité. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal Les Biotech, c'est une interview. Et je reçois pour l'entretien Karine Lignel, cofondatrice, directrice des opérations et directrice générale déléguée d'Oncodesign Precision Medicine. Bonjour Karine. Bonjour Laurent. Alors, ça fait longtemps qu'un dirigeant d'Oncodesign n'était pas venu sur le plateau du journal des biotech. La dernière fois, c'était justement Philippe Gène à l'occasion de la scission entre ODS et OPM. C'était en juillet 2022. Il s'est passé pas mal de choses depuis pour Oncodesign. Mais on va commencer par l'actualité récente. Annoncée la semaine dernière, c'est la soumission du protocole de l'étude clinique REVERT, phase 1B, 2A, qui vise à évaluer votre actif phare, c'est OPM101, en association avec le pembrolizumab chez les patients atteints de mélanome avancé qui présentent un risque de résistance aux anti-PD-1. Démarrage prévu en juillet prochain, environ 45 patients. Question simple pour commencer, quels sont les objectifs principaux et les échéances clés pour cette étude, Karine ? Alors, je vais commencer par revenir sur la phase 1 pour expliquer pourquoi on a fait une phase 1, alors que là, on est en oncologie et que normalement, on ne fait pas de phase 1 volontaire sain. On a fait une phase 1 notamment parce que notre actif peut également être utile dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On va en reparler. Et cette phase 1 nous permet d'une part d'avoir une fenêtre thérapeutique immense, puisqu'on est passé de 5 mg à 1000 mg. Et d'autre part, de montrer qu'on a une sécurité donc très importante. Et nous avons en ex vivo également montré l'engagement de la cible. Donc on a deux objectifs qui ont été atteints avec cette phase 1. La phase 1B2A, elle a deux objectifs principaux. Le profil de sécurité, en combinaison avec le pembrolizumab, que pour l'instant, nous n'avions pas testé en combinaison, puisque la phase 1 était volontaire sain avec notre produit seul. Et également, évidemment, l'efficacité. Donc, en phase 1B, on aura 2 fois 3 patients à 2 doses différentes pour montrer le profil de sécurité. Et en phase 2A, on montrera l'efficacité. L'idée étant, comme vous l'avez dit, de resensibiliser les tumeurs qui sont devenues résistantes aux anti-PD-1. Donc, en termes d'échéance, en juin, on attend l'autorisation des autorités de santé du comité éthique suisse, puisque nous démarrons en Suisse. D'accord. Et ensuite, nous aurons des résultats intermédiaires pour la phase 2A fin 2026 et définitifs fin 2027. D'accord, donc 2 échéances importantes pour cet essai. Et vous l'avez dit, toujours sur OPM101, il y a eu des résultats encourageants dans le cadre des MICI, les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Quelles sont vos ambitions de développement dans cette indication précise et notamment justement par rapport aussi également à l'oncologie ? Alors en fait, peut-être qu'il faut que je explique pourquoi est-ce qu'on est parti en immuno-onco. Encore une fois, on a fait une phase involontaire sain. Alors notre nom, c'est quand même Oncodesign Precision Medicine. A priori, ça tombait sous le sens. Donc on voulait faire de l'oncologie. Et par ailleurs, pendant qu'on faisait notre phase involontaire sain, en préclinique, on a montré, évidemment sur des souris, cette resensibilisation aux tumeurs en combinaison avec le pembrolizumab. Et donc il nous a semblé important de partir sur cette voie-là. Qui a un marché également immense par rapport aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Si on montre qu'on resensibilise aux anti-PD-1, on a un marché immense dans un certain nombre de cancers. Néanmoins, sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la cible qu'on vise, elle est connue. Elle est connue, il y a d'autres gens qui travaillent dessus, alors qu'en immuno-onco, on est les seuls, on est les premiers. Donc, sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la concurrence, alors juste un petit point de techno, on a une technologie de chimie qui nous permet de macrocycliser nos molécules, ce qui donne un avantage concurrentiel important par rapport aux autres, qui ont tous un peu la même structure chimique. Il va falloir que vous m'expliquiez un peu plus dans le détail ce que ça veut dire, parce que ça a l'air fascinant, alors, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Ça veut dire que la molécule chimique contient ce qu'on appelle un macrocycle, ce qui donne, pour être simple, une sorte de rigidité à la molécule, ce qui la rend plus spécifique de la kinase en face de laquelle elle va aller, dans laquelle elle va aller. Donc aujourd'hui, sur les maladies chroniques inflammatoires, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on souhaite un partenariat. Donc on est en discussion aujourd'hui avec des entreprises pharmaceutiques à la fois françaises, à la fois internationales, sachant que c'est une cible connue, qu'il y a de la concurrence, que donc personne n'a de doute, qu'il y a des deals sur ce marché-là à plusieurs milliards d'euros.
Et que donc on pense que c'est quelque chose qui peut nous rapporter de la valeur à nous sans qu'on ait les difficultés d'inclusion et les coûts inhérents à ce genre d'essais cliniques qui sont immenses. Ouais, ça veut dire que c'est vraiment là une indication que vous allez poursuivre avec un partenaire. Absolument. Alors on parle avec des pharma et on parle aussi, c'est drôle, avec des investisseurs qui envisagent de pouvoir nous racheter potentiellement ou nous licencier cette molécule, puisqu'on a les deux options, hein. La licence classique, upfront, milestone, royalties, et le rachat total de l'actif sur cette indication. Et on a des investisseurs qui veulent solidifier, j'allais dire, leur entreprise en portefeuille, et qui du coup réfléchissent à pouvoir nous reprendre cet actif dans ce cadre-là. Bon, c'est des discussions qui pourraient aboutir... on a une échéance de temps déjà, ou c'est un peu trop tôt pour le dire? Alors les pharma, vous savez, je ne les contrôle pas, hein, je voudrais bien, mais donc on en a par exemple une qui nous dit tous les 15 jours, non, mais là c'est vraiment là, on va commencer, et puis ah non, mais là on a autre chose. Alors nous évidemment, on souhaite un partenariat dans l'année 2025. Est-ce qu'on le signera dans l'année 2025? Je ne peux pas m'engager, je ne peux pas dire. Bon. Deuxième produit phare donc au Design Precision Medicine, c'est OPM 201 cette fois-ci, inhibiteur de la kinase LLRK2. Il y avait une série de licences avec Servier concernant la maladie de Parkinson. Maintenant, c'est un produit qui a été entièrement repris par Oncodesign. Justement, quels sont vos projets pour OPM 201 à court et moyen terme? Là aussi, je sais qu'il y a la recherche d'un partenaire. Est-ce que ça peut se concrétiser? Est-ce que aussi, finalement, on sait que dans la maladie de Parkinson, on reste avec peu d'indications. Est-ce que vous êtes confiant dans la capacité d'apporter véritablement une avancée avec cet actif? C'est une question qui a beaucoup de questions. Oui, tout à fait. Je vais commencer sur la partie avancée avec cet actif. Oui. Donc la cible qui s'appelle son petit nom, c'est l'ARC2, ce qui est plus sympa que LLRK2. LLRK2. L'ARC2. Dans les malades de Parkinson, vous avez une partie de la population qui a une mutation sur l'ARC2 et vous avez une partie plus importante de la population qui a une suractivité de l'ARC2. Donc on sait qu'il y a un effet si on inhibe l'ARC2 sur les malades de Parkinson. Et on pense qu'on est capable non seulement de traiter les symptômes, ce qui est ce qu'on fait aujourd'hui sur Parkinson, mais même l'évolution de la maladie, ce qui serait quand même quelque chose d'extraordinaire. Une vraie avancée, oui. Qui serait une vraie avancée. Donc aujourd'hui, alors on avait déjà licencié à Ipsen au départ, ils nous ont rendu la molécule, on a relicencié à Servier, ils nous rendent la molécule. Alors il y a eu deux impacts très négatifs, un impact sur le cours de bourse, dont on parlera après, depuis cette annonce-là, et un impact sur la trésor, puisqu'on devait avoir un milestone en 2025. Mais ce que peut-être les gens ne comprennent pas et ne voient pas, c'est qu'on a passé 5 ans en partenariat avec Servier. Pendant ces 5 ans, ils ont dépensé au moins 50 millions d'euros. C'est ça, on a même moi j'avais un chiffre à 60. Oui, 50-60. Donc, et on récupère tout, c'est-à-dire qu'on a la pleine propriété de tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est comme si nous, on avait dépensé 50 à 60 millions, alors ce qu'on n'a pas fait, et on récupère toutes les données. On récupère également du composé. On récupère 60 kilos de composé GMP, ce qui a une valeur importante, quelques millions d'euros, 6, 7, 8, on ne sait pas trop. Et ce qui permet surtout à un partenaire, quand on en trouvera un, de démarrer immédiatement sa phase 1B2A en fonction de ce qu'il veut faire, ce qui est un avantage concurrentiel important. Donc oui, il y a un impact négatif, surtout dans la compréhension des actionnaires de il y avait un deal, il n'y a plus de deal. Et on pourrait se dire c'est aussi une marque de manque de confiance sur cet actif du coup du partenaire. Alors, si ce n'est que alors évidemment, c'est moi qui le dis, mais on a des interactions extraordinaires avec les équipes de Servier qui sont tout à fait désespérées, tristes que ça s'arrête, qui nous aident beaucoup, qui sont extrêmement présentes, qui veulent absolument que le programme avance. Et par ailleurs, on a quand même annoncé l'arrivée à notre conseil d'administration de Christophe Thuriot, qui est vice-président R&D de Servier. On peut penser que si Servier considérait que ce qu'on leur avait donné n'était pas de qualité, le monsieur, qui a sans doute beaucoup de choses à faire, ne viendrait pas à notre conseil d'administration. Donc il y a quand même des signes qui montrent que ce n'est pas une question de qualité du produit, c'est une question de stratégie de Servier et que c'est à nous maintenant de trouver un partenaire. Alors la question suivante, c'est dans combien de temps on va le trouver? Mais je ne sais pas, parce que là on est en train de récupérer les données, donc il faut qu'on les mette en forme, qu'on les comprenne, qu'on les digère, entre guillemets. On a pris un consultant spécialisé Parkinson pour nous aider là-dessus. Aussi parce que nous aussi, on voulait savoir s'il y avait un red flag qu'on n'aurait pas vu. Et après, on va partir chercher des gens pour un partenariat. C'est sûr que ça, on fera, pour le coup, comme pour les MICI, on fera pas nous-mêmes. Il y a de la concurrence sur cette technologie que vous développez? Alors, sur Parkinson, sur cette cible-là, l'ARC2, il y a Biogen Denali qui est devant nous. D'accord. Puisque eux, ils sont en phase 2.
Et les résultats de phase 2 devraient arriver, je crois, mars 2026 de Biogen Delay. Et ils ont fait le choix, puisque comme je vous ai expliqué, il y a une partie de la population qui est mutée, une partie qui ne l'est pas. La question, c'est est-ce qu'on va sur la partie mutée ou sur la partie, sur la totalité. Ils ont fait le choix d'aller sur la totalité. Ce qui aussi est extraordinaire pour nous, ce qui prouve qu'ils se disent que... Ça pourrait valider la science qui est derrière, finalement. Ce qui pourrait valider la science qui est derrière, absolument. Bon, très bien, intéressant. Hein, sur OPM 201, puisqu'on parle partenariat, en tout cas ceux que vous recherchez, il y en a un, en tout cas, encore en cours avec Navigo Proteins. Qu'est-ce que cette collaboration apporte avec la société ? Ce sera l'occasion de repréciser dans quel domaine, justement, vous êtes en collaboration, et puis quel développement on peut en attendre cette année ? Alors, Navigo, on a un partenariat de collaboration sur la radiothérapie interne vectorisée. Peut-être là aussi l'occasion d'expliquer ce que c'est. Alors, la radiothérapie interne vectorisée, aujourd'hui, la radiothérapie est faite en externe. Vous avez des rayons qui arrivent sur la tumeur et qui malheureusement passent par des tissus sains. Et donc, vous avez l'équilibre entre la force du rayon pour qu'il fasse quelque chose à la tumeur et le fait qu'il n'habite pas trop les tissus sains. Là, l'idée, c'est d'amener la radioactivité sur la cellule cancéreuse. D'accord. Donc, vous avez besoin d'identifier une cible spécifique de la surface de la cellule cancéreuse. Vous avez besoin d'un vecteur qui va donc sur cette cible et qui apporte le radioisotope sur la cellule cancéreuse. Donc, Navigo Proteins a la technologie de vectorisation. C'est de la frappe chirurgicale quand je vous écoute. Alors, c'est de la frappe plus que chirurgicale. Enfin, en plus, ça tape les métastases aussi, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, il y a un produit qui existe sur le marché de Novartis sur le cancer de la prostate. Et vous avez des images qui sont extraordinaires. Vous avez des messieurs, puisque ce sont forcément des messieurs pour la prostate, qui sont remplis de métastases. Et après quelques traitements, ils n'ont plus de métastases. Donc c'est vraiment une avancée extraordinaire pour les métastases. Et donc aujourd'hui, avec Navigo, on est en train de travailler sur 2 cibles dans les cancers digestifs. On est amont, on est vraiment amont, dans la construction du vecteur, dans le choix de la cible, etc. Donc on n'est pas du tout au même stade que les 2 autres qui ont fini leur phase 1. Mais néanmoins, nous, on considère que c'est un secteur dans lequel il faut qu'on aille. On a une partie d'identification de cibles avec de l'intelligence artificielle chez OPM qui permet aussi de donner des cibles, de proposer des cibles dans cette collaboration. Et je voudrais souligner, parce que c'est très important, on est à Dijon, comme on sait, et dans la collaboration avec Navigo se repose aussi sur la collaboration avec des acteurs locaux, avec le CGFL, qui est donc le centre anticancéreux de Dijon, et avec l'ICMUB, qui fait partie de l'université de Dijon. Donc on apporte aussi à Navigo cet environnement très particulier de compétences en onco à Dijon. C'est encore trop précoce ou vous pourrez peut-être communiquer sur des avancées, des développements cette année sur ce partenariat ? Alors, ce sur quoi on sera sans doute amené à communiquer, c'est qu'on veut faire une joint venture avec Navigo. Alors, on veut mettre les actifs dans une société pour permettre à des investisseurs spécialisés d'investir directement, s'ils le souhaitent, dans cette société, sachant que ceux qui investiront par OPM investiront aussi dans cette société, puisqu'on sera à 50-50. Mais en effet, pour l'instant, je pense que les prochaines communications, ce sera ça. Ce sera sur la partie légale, juridique de la création de cette entité. D'accord. Bon, forcément, dans le journal des biotech, il y a toujours un point. Trésorerie, depuis la session EcoDS, OPM a réalisé plusieurs levées de fonds importantes, bénéficié de subventions significatives. Question simple. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, la visibilité financière ? C'est la question, c'est vraiment la question. Aujourd'hui, pour revenir, on a levé 10 millions d'euros sur le marché, en 2 fois. On a, pareil, grâce à notre ancrage régional, un emprunt bancaire de 6 millions d'euros, ce qui est quand même relativement inhabituel pour une biotech. On a 8,5 millions de fonds publics, alors perçus ou à percevoir. Donc depuis la création, depuis que Philippe est venu vous voir, depuis la création, on a sécurisé 36 millions de financement. Néanmoins, on voit comment est le marché, on voit qu'aujourd'hui les financements sont très difficiles. Donc on a pris déjà des mesures d'économie, on a licencié quelques personnes, on a diminué les rémunérations des dirigeants, on a gelé les primes, parce qu'on n'est pas complètement serein sur le marché financier aujourd'hui, notamment Euronext, ce qui est un vrai sujet. Et typiquement, si on parle du fonds de CDC Croissance, enfin l'argent que CDC Croissance doit donner dans des fonds pour les PME ETI cotées, la réalité, c'est que la partie small cap biotech, personne ne sait de combien elle est, personne ne sait par qui elle passe. Donc, voilà. Donc, on travaille évidemment sur trouver des solutions de financement. Si on signe des partenariats avant fin 2025, le sujet ne se posera pas. Et sinon, on est aussi en train de discuter avec des investisseurs. D'accord. Bon. Et là, en termes de visibilité, ça vous donne à peu près combien de mois de visibilité pour faire ce que vous avez envie de faire, notamment sur l'essai qui va commencer en juillet ? Alors aujourd'hui, on a de la visibilité jusqu'à un peu avant la fin de l'année 2025. D'accord.
Ok. Justement, et c'est peut-être là-dessus qu'on va terminer, puisqu'on est sur Boursorama, quand même beaucoup de projets d'oncodesign, ils sont finalement à un stade précoce de développement, on peut le dire. Alors, la fin de phase 1, c'est pas très précoce, c'est pas complètement précoce. Bon, pas complètement précoce alors. En tout cas, le chemin est long. Le titre, il a été durement attaqué depuis le début de l'année, chute de plus de 45%. Finalement, pour vous, Karine, quels grands jalons stratégiques vont devoir être franchis cette année pour que les investisseurs retrouvent un petit peu de confiance dans la capacité de la société à générer de la valeur à long terme? Alors, je pense que il faut quand même se rappeler qu'on a déjà délivré aux investisseurs une très belle opération en 2022 quand on a vendu la partie service, donc design, et que donc les investisseurs peuvent avoir confiance en nous parce qu'on a déjà fait. Deuxièmement, on n'a jamais dévié de notre chemin. C'est-à-dire qu'on continue, on a une vision, une mission, l'oncologie, le développement thérapeutique qui sont de préférence sur les cancers métastatiques résistants, donc là, typiquement résistants, et on n'a jamais dévié. Donc, on peut déjà dire, regardez, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, ce qui est quand même déjà pas mal. Par ailleurs, moi je pense que la confiance des investisseurs, ou le manque de confiance des investisseurs, il n'est pas forcément dû à nous. Il ne faut quand même pas oublier le contexte géopolitique. Voilà. Il ne faut pas oublier le contexte dont on a parlé du marché financier qui aujourd'hui est quand même mauvais. On a tous les jours des entreprises qui se mettent en sauvegarde. Enfin, on a des exemples tous les jours. Et donc, je pense qu'il faut se souvenir que nous, on n'a pas dévié, qu'on avance sur notre chemin comme on est censé avancer sur notre chemin. Pour autant, évidemment, on n'a jamais assez de nouvelles. Tout le monde veut du newsflow toutes les 3 minutes, ce qui dans les biotech est compliqué. On va avoir les premiers résultats de phase 1B. On va avoir, parce qu'on est en phase clinique ouverte, des résultats au fur et à mesure sur la phase 2A. Donc ça, c'est important. Comme je l'ai dit, on devrait faire la joint venture avec Navigo, ce qui montre aussi qu'on avance sur la partie radiothérapie interne vectorisée. Et évidemment, on espère signer un partenariat soit dans les Mickey, soit dans Parkinson, soit, si la vie est extrêmement belle, dans les deux. On peut aussi avoir, moi je pense vraiment qu'on pourrait avoir une pharma qui nous dit, aujourd'hui, vous allez rentrer en 1B2A en immuno-onco, on veut prendre un droit de réservation et on vous donne 10, 15, 20 millions, je ne sais pas, pour que nous soyons les seuls ou les premiers à discuter avec vous en fin de phase 2A. Donc aujourd'hui, on cherche évidemment toutes les solutions pour pérenniser l'activité de l'entreprise et lui permettre d'aller le plus longtemps possible. Et il y a plein de portes qui sont ouvertes. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et voilà, Karine Lignel, directrice générale déléguée d'Oncodesign Precision Medicine. Merci Karine pour ce point très complet. Puis j'espère que vous revenez sur le plateau pour nous annoncer des partenariats très vite. Ce sera avec plaisir. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.